hyperandrogynie. Le nouveau règlement relève d'un contrôle scandaleux du corps des femmes. Lire aussi. Castès Manya et ses championnes trop testostéronées. Quels sont les principaux changements induits par l'IAAF concernant les athlètes hyperandrogynes, qui produisent naturellement des taux élevés de testostérone? Il est important de rappeler que, sur ce dossier, l'IAAF marche depuis le début main dans la main avec le CIO. Leurs experts scientifiques, qui travaillent sur ces réglementations, sont les mêmes. On sait tout d'abord qu'une nouvelle catégorie est en préparation, une sorte de troisième genre. Cela s'appuie sur les travaux du Dr Yanni Pizziladi et d'une ancienne athlète transgenre, Johanna Harpé. En début d'année, ils ont donné une conférence pour expliquer qu'en Allemagne, un troisième sexe venait d'être légalement créé, que cela existait dans une dizaine de pays, donc l'IAAF et le CIO veulent faire la même chose. Dans ses travaux, l'IAAF parle de femmes DSD, différence de développement sexuel, qui présentent un taux de testostérone supérieur à 5 mol/L, au lieu de 10 mol/L auparavant, depuis un précédent règlement qui datait de 2011. Il faut savoir que 10, c'est la limite inférieure normale chez un homme. En dessous, on autorise, par exemple, un sportif à prendre une autorisation d'usage thérapeutique, car cela représente un risque pour la santé. De plus, certaines de ces femmes DSD ont un chromosome Xy, dont le métabolisme dépend beaucoup de la testostérone. Baisser ce taux pour pouvoir participer à des compétitions ne s'impose pas d'un point de vue médical, elles ne sont pas malades, et plus encore, cela les met en danger, car une vingtaine d'effets indésirables sont recensés et cela provoque de manière anticipée une sorte de ménopause. L'obstination des instances sportives, en particulier l'IAAF, repose-t-elle sur les clichés associés au corps des femmes et idéologiques? On est dans une croyance. D'ailleurs, le président de l'IAAF Sebastian Coe a déclaré qu'il croyait que le taux de testostérone et les performances étaient directement corrélés. C'est une conception des années 1980. Ce sont des idées préconçues parce que cette ligne ne regarde la performance que par le prisme de la testostérone. Aujourd'hui, on sait que ce n'est pas juste. Les performances dépendent de plusieurs facteurs qui se combinent comme le taux, le karyotype XX ou Xy, les différents gènes mais aussi les récepteurs androgènes. D'ailleurs, parmi les femmes DSD certaines présentent un syndrome d'insensibilité complète ou partielle, leurs récepteurs ne reconnaissent pas ou peu la testostérone qui circule dans leur corps dans des proportions impossibles à quantifier. Or, ces dernières sont mises dans le même sac que les autres. Cela illustre l'absurdité de tout ça. On oublie aussi de rappeler que toutes les femmes hyperandrogynes ne bénéficient pas de qualités physiques exceptionnelles. Toutes ne sont pas athlètes de haut niveau même si, à Rio, le podium du 800 m était composé exclusivement de ces athlètes. C'est très rare. Le syndrome n'est pas nouveau, il a toujours existé. Toutes ne font pas des podiums. Dutee Chand, sprinteuse indienne dont le cas avait étudié par le TA en 2015, possède, par exemple, un record sur 100 m assez modeste. Sur quelles études s'appuie l'IAAF? À l'époque de la première réglementation en 2011, aucune étude n'existait. Lors de l'examen du cas Dutee Chand en 2015, le tribunal arbitral du sport avait opposé ça à l'IAAF. Vous n'apportez aucune preuve scientifique. On vous donne 2 ans pour le faire. C'était déjà très généreux. Ils ont demandé une rallonge en 2017, qu'ils ont obtenue. Finalement, courant 2017, les médecins de l'IAAF, pas du tout impartiaux, ont fini par sortir une étude, en cherchant ce qu'ils voulaient trouver. Ils ont pris les résultats des mondiaux 2011 et 2013 en comparant pour chaque épreuve si les femmes qui présentaient le taux de testostérone le plus élevé avaient le plus haut niveau de performance. Bizarrement, ce constat est le plus fort au marteau et à la perche. Il y a une tentative d'explication. Les experts disent que la testostérone permet d'être plus agile et adroit. Il y a également une corrélation constatée sur des épreuves comme le 400 m, le 800 m ou le 400 m mais pas sur les disciplines de force comme le sprint ou le lancer de poids. En lisant l'article médical, on ne comprend pas pourquoi. L'agilité et l'adresse ne sont d'aucune utilité pour le 400 ou le 800 m. Il y a des doutes sur cette étude, car elle inclut forcément des athlètes dopés. On sait qu'à cette période les Russes notamment étaient très fortes sur 400 et 800 m.
La réglementation va d'ailleurs du 400 m au mail, 1,6 km. En n'incluant pas le marteau ni la perche et en visant les épreuves du 400 m au 1,500 m, ne vise-t-on pas spécialement la coureuse sud-africaine Castes Manya, dont l'éclosion en 2009 a toujours suscité la polémique? Exactement, cela correspond aux épreuves où elle s'aligne. Or, il n'a pas été trouvé d'association entre testostérone et 1,500 m. En incluant le 1,500 m et en excluant le marteau et la perche, l'IAAF n'est même pas cohérente avec sa propre démarche scientifique. Cela donne le sentiment de cibler Manya, qui a d'ailleurs annoncé qu'elle pourrait monter sur 5,000 et 10,000 m pour pouvoir continuer à participer à des compétitions. Tout cela est absurde.